Je suis avec Barbara Pompili, secrétaire d'État de la France chargée de la biodiversité. Merci beaucoup pour cette entrevue. Je voulais vous demander, bon, on est avec actuellement à la COP 13 sur la biodiversité ici à Cancun. Je voulais vous demander un peu quelles sont les perspectives que vous avez justement avec cette réunion-là ici à Cancun. Mais les perspectives sont assez simples. On a besoin encore aujourd'hui de faire comprendre quels sont les enjeux de la préservation de la biodiversité au niveau de nos pays et au niveau international. Donc cette conférence des parties doit aider à cela avec des engagements forts, mais aussi avec, et c'est l'intérêt je trouve de cette COP, la question de l'intégration de la biodiversité dans toutes les autres politiques qui sont menées par les États. Aujourd'hui, on ne peut plus travailler en silo, c'est-à-dire chacun de son côté. L'environnement s'occupe de l'environnement, l'agriculture de l'agriculture, etc. etc. Et l'idée qu'ont eu les organisateurs ici d'organiser des tables rondes sur la thématique du tourisme, sur la thématique de la pêche, de l'agriculture, de la forêt, je trouve que c'est un point de départ très intéressant pour intégrer dans la pensée public et privé, cette question de la biodiversité. Oui, justement, parce que la biodiversité, finalement, ça fait partie de tous les secteurs finalement et on doit s'adapter à ça, non? Évidemment, évidemment. Et je crois qu'on a un petit peu de retard sur la prise de conscience de cet enjeu par rapport justement à l'enjeu climatique. On voit qu'aujourd'hui, les citoyens des pays, les populations ont compris qu'il fallait agir face au dérèglement climatique en prenant un certain nombre de politiques volontaristes sur l'énergie par exemple ou les transports. Sur la biodiversité, on voit bien que encore aujourd'hui, il n'y a pas cette prise de conscience. Parce que peut-être, les gens se disent toujours la nature s'en sortira. Je prends souvent l'image du bitume par exemple. Quand on arrête de l'entretenir, il y a les brins d'herbe qui commencent à reparaître. Et du coup, les gens n'ont pas conscience qu'aujourd'hui, nous détruisons trop vite la biodiversité par rapport aux capacités de régénération de la nature. Donc cette phase de prise de conscience, on doit continuer à la faire vivre à travers des COP comme celle-ci, mais aussi chacun d'entre nous dans notre territoire en intégrant justement cette biodiversité dans la pensée de toutes les autres politiques. Et je voudrais dire aussi que ça ne marchera que si on associe aussi le secteur économique, les entreprises, mais aussi le secteur financier qui doit s'approprier ce sujet. On a les objectifs de Aichi aussi, que les deux tiers en fait probablement qui ne seront pas atteints d'ici 2020. À quoi peut-on s'attendre justement pour avoir ces objectifs-là, Oui, les avoir finalement? C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que du fait justement de cette prise de conscience un petit peu lente, du coup les politiques nécessaires pour atteindre ces objectifs d'Aichi ont du mal à se mettre en place. Et je l'ai vu moi-même en France, j'ai fait passer une loi sur la biodiversité qui a été votée cet été et j'ai pu constater encore à quel point les réticences sont lourdes. On a encore le sentiment que la biodiversité, ça empêche de faire des choses. Donc je crois que ce qui est intéressant aussi ici, c'est qu'on voit qu'il y a un certain nombre de coalitions qui se mettent en place, c'est-à-dire des pays qui disent, bon, en avant sur tel ou tel sujet. Par exemple, nous, en France, nous avons travaillé sur la question des récifs coralliens et des mangroves. On a créé l'ICRI depuis un certain temps déjà, mais qui est un collectif de pays, d'ONG, de chercheurs qui axent leurs priorités sur ces questions-là. Mais il y a aussi, par exemple, une initiative sur les pollinisateurs pour préserver des abeilles. Il y a un rapport de l'IPBES qui est sorti, l'IPBES qui est le GIEC de la biodiversité, qui est en train de prendre de l'ampleur et qui peut aussi sensibiliser à travers la question spécifique des abeilles et des pollinisateurs sur plus globalement montrer que tout est lié et que nous ne pouvons pas faire comme s'il y avait nous d'un côté et la nature de l'autre. C'est une grave erreur. Nous faisons partie d'un ensemble et donc nous devons préserver cet ensemble. Il y a beaucoup d'accords aussi qui sont actuellement en marche. Bon, on a l'accord de Paris sur les changements climatiques qui a été voté l'année dernière et qui est entré en vigueur en novembre dernier. On a Aichi on se le commentait. Et aussi, bon, il y a tous les accords sur les désastres aussi et l'agenda 2030 sur le développement durable. Comment la biodiversité, justement, vient jouer dans ces accords-là?
Vous en avez omis un qui me paraît très important, qui est le protocole de Nagoya. Le protocole de Nagoya que nous venons de ratifier, ça y est, la France est enfin partie au protocole de Nagoya. C'est un point très important parce que enfin, nous montrons que les richesses qui sont produites par des cultures, notamment par des communautés autochtones, etc., sont des richesses qu'on ne peut pas piller comme ça. Il faut un retour d'avantage pour les populations qui ont produit ces richesses-là que nous utilisons. Et je crois que c'est un bon moyen aussi de pouvoir avancer sur cette question de la biodiversité, c'est-à-dire montrer aux populations qu'il peut y avoir un retour pour elles, qu'il peut y avoir du développement pour ces populations grâce à la question de la biodiversité. Et je crois qu'à travers cet accord de Nagoya, on reparle de quelque chose qui me paraît essentiel, qui est la chose commune. La chose commune, c'est-à-dire la nature qui nous apporte un certain nombre de services, qui nous apporte un certain nombre de choses précieuses. Parce que quand je parlais de l'accord de Nagoya, on parle souvent des questions de pharmacopée. La pharmacie aujourd'hui est issue quasiment presque en totalité de la biodiversité. Donc la protéger, c'est aussi nous permettre peut-être de découvrir plus tard de nouveaux remèdes, de nouveaux médicaments pour des maladies que nous ne connaissons peut-être même pas encore. Donc montrer que la biodiversité, c'est aussi des populations, des territoires, et que ces populations peuvent tirer avantage de la biodiversité. Je parlais de Nagoya, mais on peut aussi parler d'accords sur le tourisme, par exemple. On voit bien que nous sommes sur un potentiel de développement absolument extraordinaire, donc il y a une question de changement de mentalité à faire aussi. Ne plus voir la biodiversité comme un obstacle, mais comme une chance que nous devons exploiter. Et finalement, toute la transformation dont on parle justement de tout le secteur, de voir comment on voit la biodiversité, le secteur agroalimentaire finalement aussi, qui est un des principaux contaminants finalement, contaminateurs. Comment justement on peut réussir à faire tout ce changement-là, parce que ça implique aussi beaucoup de financement pour ça. Oui, c'est sûr. Mais on voit aujourd'hui que nous sommes à un moment un peu charnière où nous devons faire attention. Nous voyons qu'il y a des grands groupes qui se créent, notamment par exemple avec la fusion Bayer-Monsanto, qui aujourd'hui disent de manière très claire, nous voulons tenir toute la chaîne de la semence jusqu'à l'assiette du consommateur. Ça veut dire que nous avons potentiellement un nombre d'acteurs économiques, donc que ce soit les semenciers, que ce soit les agriculteurs, que ce soit les distributeurs, que ce soit aussi les consommateurs, qui sont potentiellement pris en otage par des logiques qui sont des logiques d'entreprise normales, de rentabilité, etc. Est-ce que nous devons accepter même d'un point de vue démocratique, d'être pieds et poings liés face à ce genre de grand trust. Je crois que c'est une question essentielle. Et donc, nous devons aussi, dans nos politiques, faire attention à ce qu'il y ait toujours une liberté de choix et que la nature ne soit pas confisquée par certains intérêts. Aujourd'hui, nous travaillons par exemple sur le fait que les semences puissent être échangées entre agriculteurs ou entre jardiniers amateurs, particuliers, pour garder cette richesse. Parce qu'on voit bien que si on laisse un certain nombre de processus continuer, ça va appauvrir, c'est déjà le cas aujourd'hui, considérablement, le nombre de nos ressources génétiques, et donc ça peut entraîner des risques. Maintenant, vous le dites et vous avez raison, on a un système agricole aujourd'hui qui est orienté dans un sens qui est un sens, à mon avis, qui a montré ses limites. Et donc nous devons travailler avec ce monde agricole pour qu'il se réforme. C'est long, c'est difficile, parce que les agriculteurs dans de nombreux pays ont été orientés et ont été aidés pour aller dans cette direction-là. Aujourd'hui, ils se trouvent souvent dans des situations difficiles, donc on ne peut pas leur imposer comme ça, hop, il faut changer du jour au lendemain. C'est un travail d'accompagnement, leur donner des perspectives, leur dire qu'on ne les laisse pas seuls et qu'on va travailler tous ensemble. Je crois beaucoup, et je pense que c'est un point fondamental, que sur ces questions-là, on ne pourra pas faire les choses d'en haut vers le bas. Il faut vraiment associer tous les acteurs, travailler avec eux, leur donner des perspectives et leur montrer qu'on peut aller vers vraiment un monde beaucoup plus beau, mais si on le fait ensemble. Merci beaucoup, Barbara Pompili, secrétaire d'État de la France, chargée de la biodiversité. Merci beaucoup pour cette entrevue. Merci à vous, à bientôt. Merci.